Bonjour à tous, merci Thierry, merci pour cette introduction. Merci à tous déjà d'être venus en ce doux matin, aussi nombreux. Merci à la Banque cantonale d'organiser cet événement aussi. Je trouve que c'est fondamental dans des périodes de réinvention comme ça, de transition comme la 4e révolution industrielle qu'on est en train de vivre, d'avoir des événements où on peut échanger des idées, les exposer, un petit peu étudier les nouveaux paradigmes qui arrivent, et puis être sûr de faire le tri de manière juste dans toutes les innovations qui vont nous arriver à la figure dans les prochaines années, qui nous arrivent d'ailleurs déjà maintenant. Je m'excuse d'avance si j'enfonce quelques portes ouvertes pendant la présentation. Je crois que c'est important juste de mettre tout le monde sur les mêmes bases pour être sûr de pas perdre l'audience. Je vais vous mettre déjà dans un contexte pour la 4e révolution industrielle. Alors déjà, on ne s'entend pas tous sur le thème de 4e révolution industrielle. On a eu une discussion animée hier avec Jacques sur la question. Mais je vais vous expliquer la théorie de Klaus Schwab, qui est le directeur du World Economic Forum. Déjà, la première révolution industrielle commence au début du 19e siècle, avec la machine à vapeur, qui nous a vraiment fait passer d'une société agricole à une société industrielle. Un siècle plus tard, Ford et Taylor ont mis en place la chaîne d'assemblage, qui ont un petit peu réorganisé l'usine, qui ont amélioré la productivité des travailleurs, l'apparition de l'électricité produite en masse et le moteur à combustion. Là, c'était vraiment une augmentation du niveau de vie des gens phénoménale grâce à cette augmentation de la productivité des travailleurs. Puis, vers la fin du XXe, alors c'est ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, celle pour Jacques qu'on vit toujours actuellement, mais celle pour Klaus Schwab qui est terminée aujourd'hui. Elle est arrivée avec l'ordinateur personnel et le World Wide Web, donc Internet. Et puis aujourd'hui, alors c'était déjà sur les lèvres de beaucoup d'experts, mais Klaus Schwab nous dit qu'on est aujourd'hui dans la 4e révolution industrielle. Celle-là, elle est particulière parce qu'elle arrive simultanément dans 3 sphères bien distinctes. On commence par la sphère physique, digitale et biologique. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la sphère physique et digitale parce que c'est celles qui auront le plus d'impact sur l'immobilier. Voilà, Jacques, si vous voulez vous entretenir avec Klaus, il faudra lui parler de son livre qu'il a dans la main, la 4e révolution industrielle. Moi, je pense que parmi toutes ces innovations qui font partie de la 4e révolution industrielle, il y en a 8 qui vont avoir un impact majeur sur l'immobilier. Certaines se sont déjà approuvées, d'autres, ce sont des hypothèses. C'est pour ça que ce genre d'événement est important, parce qu'on va pouvoir en discuter. Je me réjouis de vos questions tout à l'heure. Juste pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Julien Grange, je vis à Londres. J'ai fait mes études d'économie et de business entre l'Université de Lausanne et l'Université de New York. J'ai travaillé dans la finance immobilière d'abord, où je travaillais sur les refinancements d'actifs toxiques en Espagne, sur un projet d'outlet center en Finlande, et puis sur quelques projets industriels en périphérie de Varsovie en Pologne. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise générale à Londres qui s'appelle Multiplex, entreprise australienne. On se spécialise dans la construction de gratte-ciel et de projets de grande taille. Donc on a commencé en Australie, vous voyez aussi quelques projets. En haut à gauche, c'est par exemple une tour de bureau au centre de Melbourne. On a le musée d'Australie occidentale au milieu à gauche, le stade de Perth de football australien au milieu. Puis ensuite, on s'est rapproché du Moyen-Orient, en Inde, au Canada, et puis récemment à Londres. Là, vous voyez le stade de Wembley, là, peut-être qui vous parle. Moi, je travaille sur un seul de nos projets qui s'appelle 22 Bishopsgate, qui va devenir, en juillet 2019, après la fin des travaux, la plus haute structure de la City de Londres. Donc 62 étages, 289 mètres. Pour ceux qui connaissent un peu Londres, là, vous reconnaîtrez la cathédrale Saint-Paul, le Heron Tower, Walkie-Talkie. Voilà, et ce monstre, il va arriver là jusqu'à ce qu'un salaud nous dépasse de quelques mètres derrière dans 3 ans. Mais ça, on ne le dit pas trop dans nos plans marketing. On a essayé de mettre une antenne sur le toit, mais l'aviation civile nous a arrêtés. Bon, et puis, en dehors de ça, je suis également blogueur pour Le Temps, comme Thierry l'a dit tout à l'heure. J'écris aussi pour le Tool Immobilier. Allez faire un tour sur juliengrange.com, je vous le recommande. Voilà. C'était pour la minute Narcisse. Maintenant, revenons sur les 8 révolutions dont je vous parlais tout à l'heure. Commençons par la première, l'économie du partage. Alors, de nouveau, je m'excuse pour l'enfoncement de porte ouverte, mais c'est important d'en parler. L'économie du partage, c'est vraiment
montée en puissance des plateformes Internet qui permettent une utilisation optimale des ressources. Donc on se retrouve avec des plateformes qui permettent une mise en relation des individus et grâce à des technologies de coordination, permettent des situations de win-win. Si on prend l'exemple d'Airbnb, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais vous avez d'un côté une personne qui cherche à ne pas s'engager financièrement sur le long terme, mais avoir quand même accès à un bien sans forcément être propriétaire, et de l'autre, on a une personne qui a des périodes de vacances qu'il a envie de rentabiliser ou des périodes creuses. Et donc on a cette situation de win-win qui au final révolutionne toutes les industries. On a aussi Uber avec les taxis, mais on en a plein d'autres. Mais elles tournent toutes autour de l'idée que sharing is the new owning. Donc vraiment, on préfère aujourd'hui l'accès à la propriété. Si on prend toutes les catégories de l'immobilier, si on met de côté l'agricole et l'industriel, il y a 4 catégories qui sont intéressantes. Le logement, le bureau, le commerce, et puis une catégorie qui est peut-être moins importante, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est le data center. Vous allez voir qu'ils sont tous impactés par l'économie du partage. D'abord le logement, alors on a parlé d'Airbnb, mais ensuite on n'a pas parlé je vais vous parler d'une entreprise en particulier qui s'appelle The Collective à Londres, qui est le plus grand espace de co-living du monde, où 500 colocataires cohabitent, partagent les espaces en commun. Ils partagent la cuisine, le salon, le bar, une salle de fitness, une piscine, un rooftop, et ça leur permet de garder, surtout à Londres où ça devient très cher de vivre au centre, ça leur permet de garder des coûts fixes bas et ils peuvent s'engager sur une durée de court terme. Donc voilà, c'est quelque chose qui révolutionne un petit peu l'habitat. On a l'habitude de ce genre de modèle dans les résidences d'étudiants, mais sauf que si vous visitez cet endroit, j'ai eu la chance de le faire il y a quelques mois, eh ben, les habitants n'ont pas du tout 22 ans et sont là pour se mettre à l'envers. Ils sont là, il y a des jeunes actifs, des parents, des familles, des enfants. Et puis c'est complètement un style de vie différent. Le bureau, il vit exactement la même chose avec le coworking. Encore une fois, c'est quelque chose que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Mais la star du coworking, c'est vraiment WeWork. WeWork qui... faut se dire que c'est une entreprise américaine. Et donc, d'ici 2020, on s'attend à ce que 40% de la population américaine active soit freelancer, donc soit à son compte. Donc d'où vont-ils travailler? Vont-ils travailler depuis chez eux? Je pense qu'ils seront un peu trop coupés du monde, depuis un café peut-être, trop de bruit, trop distrayant, et puis pas assez confortable, depuis un bureau qu'ils loueraient eux, là trop d'engagement sur le long terme, et puis aussi un petit peu coupé du monde. Et c'est là que le coworking apparaît vraiment comme une option phénoménale, puisqu'il permet de s'engager sur un court terme, exactement comme le co-living, et de partager des espaces en commun. Maintenant, la plus-value qu'il y a en plus, c'est qu'en tant que start-upper, freelancer et entrepreneur, vous vous retrouvez dans un réseau formidable, ou des entreprises qui font exactement la même chose que vous, qui sont un petit peu près dans les mêmes phases de croissance, sont là pour parler du marché, pour parler des nouvelles évolutions. J'ai eu la chance de bosser 6 mois dans les locaux de WeWork, et ça m'a véritablement bouleversé ma vision du travail de demain. Pour continuer dans le coworking, s'il pousse encore l'économie du partage un peu plus loin, si on regarde Breather, c'est simplement si vous avez des bureaux avec votre entreprise, vous pouvez louer, si vous avez 2-3 bureaux vides, vous pouvez les louer à des coworkers qui viennent qui ont besoin de bureaux pendant 2 ou 3 mois. Ensuite, Spacious, ça va encore un petit peu plus loin. Eux, ils ont remarqué que les restaurants avaient des périodes creuses. Ils sont basés à New York, surtout dans un endroit où on a de la peine à trouver des espaces de travail. Sur l'île de Manhattan, ils se sont rendus compte que les restaurants étaient vides entre 9h du matin et 11h30, puis 14h et 6h du soir. Donc je me suis dit, bon, on ferme les restaurants, et les coworkers, à travers nos plateformes, peuvent venir travailler dans les restaurants pendant les heures creuses. Donc ça, c'est de nouveau une mise en relation de deux acteurs de la chaîne qui optimisent les ressources. Le commerce, c'est un petit peu particulier parce que il est menacé par le e-commerce, et donc on peut se poser la question si les espaces physiques de retail existeront toujours demain. Mais, alors ça, les avis divergent sur la question, bien sûr, mais vous voyez que l'économie du partage arrive également dans le secteur du commerce avec des plateformes comme Appear Here, qui sont des plateformes de pop-up. Donc si vous voulez créer un magasin pour 2 mois, 1 mois, vous allez pouvoir trouver des arcades à travers cette plateforme, mais ça va même plus loin, où si par exemple un collectionneur de mode à un magasin, pas un collectionneur, un vendeur d'habits, et à 3 rayons de libre, il va pouvoir les mettre sur la plateforme et dire, bon ben, je cherche quelqu'un qui a besoin juste de 3 rayons pendant 2 semaines, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Donc de nouveau, optimisation des ressources. Ensuite, le data center, on pourrait croire qu'il est déjà en pleine économie du partage, parce que tous les services de cloud et d'hébergement qui, en fait, hébergent vos données dans des centres de données, arrivent déjà à louer un bâtiment à des millions d'utilisateurs, puisque chacun a une place
sur le serveur. Mais il y a des compagnies comme Filecoin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Pour ceux qui connaissent, ils viennent de faire leur ICO il y a quelques semaines. Ils sont basés sur une structure blockchain, mais on y reviendra tout à l'heure. Eux permettent à n'importe qui a un serveur chez lui. Alors c'est moins commun pour un individu, mais je suis sûr que beaucoup de vous dans votre entreprise ont un serveur interne. Si vous avez de l'espace de stockage libre, vous pouvez le remettre en location à des utilisateurs qui auraient besoin de stocker des données à l'autre bout du monde. Voilà. Ça, c'est une photo de l'espace de WeWork à Chelsea, à Manhattan, à New York. Vous voyez bien les espaces privés de bureaux. Si vous êtes une large entreprise, vous voyez que vous pouvez même louer un espace un peu plus grand. Mais sinon, il y a des bureaux individuels ici. Et puis les espaces en commun, là, on ne voit pas bien aussi le bar, la cuisine et toutes les salles de jeu, etc. Il y a un chiffre que je voudrais vraiment vous dire, vous montrer pour le coworking. C'est qu'à l'époque de la deuxième révolution industrielle, quand les travailleurs sont arrivés en usine, organisés, avec Ford et Taylor, ils ont augmenté leur productivité de 50 à peu près. Mais c'était des travailleurs manuels. Aujourd'hui, avec l'automatisation, la robotisation, on a tendance à passer d'une économie de travailleurs manuels à des travailleurs de la connaissance, qui sont plus basés sur des capacités humaines, la créativité, l'interaction, et des choses comme ça, comme les architectes, comme les journalistes, et comme tous les métiers qui nécessitent des qualités humaines. Ces travailleurs de la connaissance-là, on attend à ce qu'ils vivent exactement la même transition que les travailleurs manuels au XIXe siècle, et on attend à ce que leur productivité, grâce aux échanges avec les autres, augmente de 50 fois. Voilà, ça c'est un espace, ça c'est une photo du bar au rez-de-chaussée de l'espace The Collective à Londres. Voilà, donc ça c'est à la place de rentrer chez vous. Hop là. Vous allez vite boire une bière avec vos collègues. Et j'ai lu une phrase dans le Evening Standard récemment qui disait, d'un des habitants qui disait j'ai 500 colocataires et je m'entends bien avec tout le monde. Donc voilà, vous avez, grâce à des technologies, une mise en relation des gens, une mise en relation des espaces, des acteurs d'une chaîne de l'immobilier qui peuvent être mis en relation et optimiser leurs ressources et améliorer l'efficacité des processus. Donc voilà, ça c'était vraiment pour cette décentralisation, cette désintermédiation que l'économie du partage apporte. Beaucoup de gens, c'est ce qui m'amène sur la deuxième révolution de l'immobilier, confondent digitalisation du processus de la relation client et désintermédiation. Dans une structure normale qu'on connaît aujourd'hui, traditionnelle, on a des acteurs qui sont mis en relation par un acteur central. Ça, c'est le courtier, c'est le gérant d'immeuble, c'est le gérant en PPA. Et puis, c'est aussi l'acteur central dans n'importe quelle structure traditionnelle qui met en relation les gens et qui les a mis depuis des décennies. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font cette étape-là, digitalisent leur relation client. Et déjà, elle n'est pas encore maîtrisée. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore passé ce cap. Et c'est important, c'est déjà bien parce que déjà, il peut y avoir une meilleure visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux de ce genre de choses. Et puis, une gestion opérationnelle facilitée. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle la désintermédiation que Airbnb apporte dans l'immobilier et que toutes les plateformes de l'économie du partage font preuve. La désintermédiation, c'est ça. C'est quand vous laissez tous les individus communiquer entre eux directement. Un bailleur qui veut louer son appartement sur Airbnb va pouvoir parler directement au potentiel locataire. Et c'est lâcher ce rôle central. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une transaction sur chaque relation. Vous ne perdez pas la mainmise sur le marché. Par contre, vous perdez ce travail de vérification entre transactions. Alors qu'on n'a pas encore maîtrisé cette étape, il y a déjà une troisième phase que la quatrième révolution apporte. Ce n'est plus la désintermédiation, mais la décentralisation. Et ça, c'est le principe de la blockchain qui a fait naître les crypto-monnaies comme le Bitcoin, que vous connaissez certainement. À la place d'avoir ce travail vérificateur de l'entité centrale, ce travail-là est redistribué à tous les maillons de la chaîne. On appelle ça des nœuds dans une structure blockchain. Ça veut dire qu'imaginez qu'un acteur A et B veulent faire une transaction, eh bien, ils vont l'enregistrer dans un bloc de la blockchain qui va lui-même être enregistré dans tous les nœuds du réseau. Et l'avantage de cette structure, c'est qu'elle est infalsifiable. Parce que si vous tentez de modifier un nœud, eh bien, tous les autres ordinateurs vont savoir votre plan machiavélique et puis vous ne pourrez plus, vous serez mis au grand jour. Les relations entre individus sont gérées par ce qu'on appelle les smart contracts.
où c'est des contrats qui s'auto-exécutent. Il y a 2-3 experts dans la salle comme Mathieu Amsler, que j'ai vu arriver tout à l'heure. Et ces smart contracts, en fait, s'auto-exécutent si des conditions sont respectées entre A et B. Imaginez par exemple un bailleur qui va dire à son locataire, bon bah d'accord, à la fin du mois, si on est effectivement le 1er du mois, si on est toujours dans votre période de bail et que vous avez effectivement résidé dans l'appartement, eh ben le loyer me sera directement versé. Bon, ça c'était vraiment pour l'économie du partage et cette décentralisation. La troisième révolution que je vois arriver dans l'immobilier, c'est le progrès des transports. On dit que les progrès techniques et technologiques font rétrécir le monde. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les transports. D'abord par la rapidité des transports en commun, qui s'améliore, et puis avec les véhicules autonomes qui arrivent gentiment dans nos villes. Pour vous montrer quelques exemples, là vous voyez l'Hyperloop d'Elon Musk, en fait, qui est un train sur coussin d'air dans une capsule sous vide, qui a atteint presque 1000 km/h. Il est en train d'être installé dans le désert du Nevada. Plusieurs villes ont déjà signé des contrats avec eux. Mais si on l'installait entre Genève et Zurich, on mettrait à peu près 15 minutes. Donc vous voyez un petit peu comme ça peut redéfinir la périphérie d'une ville. Ça, c'est la voiture autonome qui va redonner un petit peu du temps à son utilisateur, qui va pouvoir peut-être habiter plus loin parce qu'il va pouvoir profiter de ce temps de trajet. Si on va encore plus loin, alors ça, c'est Virgin Galactic de Richard Branson. Lui, il fait du transport suborbital à plus de 100 km d'altitude. On rejoindrait Genève à Sydney en 1 heure. Et là, c'est carrément le jetpack individuel sur l'île de Manhattan, dans la Hudson River, qui vraiment, enfin, ça c'est pour le pousser le concept un petit peu plus loin. Peut-être que ce ne sera pas demain. Ces améliorations et ces progrès techniques et technologiques en matière de transport vont d'abord redéfinir la périphérie. Quand on va penser nos milieux urbains de demain, il va falloir se rendre compte que quelqu'un va peut-être potentiellement plus habiter exactement où il veut et travailler exactement où il veut. Moi, je trouve ça génial d'un côté parce qu'on reconnecte la périphérie, on évite l'isolement, on évite les ghettos. Et puis, dans une période d'ultra-urbanisation, c'est des questions, des problématiques fondamentales. Mais il va falloir faire attention aussi à l'ultra-spécialisation des centres, puisque peut-être que des multicentres vont apparaître. Grâce à ce transport, on va pouvoir peut-être avoir des cités dortoirs et de l'autre côté des espaces de bureaux qui sont complètement vides la nuit. C'est ce qu'on essaie d'éviter parce que c'est vraiment un petit peu le cancer de la diversité qui sera vraiment importante à respecter dans nos milieux urbains demain. Là, ça va non seulement modifier le milieu urbain, mais également le service immobilier qui va prendre une échelle beaucoup plus globale, à mon avis. Vous voyez les 4 plus grands groupes immobiliers du monde en termes de valorisation en 2016, vous les connaissez certainement, ils sont tous actifs à Genève. JLL, je ne suis pas sûr, mais enfin bref, ils sont tous actifs en Suisse. Et puis, et donc, le service immobilier va vraiment devoir s'adapter à une population devenue géographiquement flexible. Voilà pour les impacts des transports. Ensuite, ça c'est un sujet qui fait jaser dans les milieux sociaux, parce que c'est peut-être la cause numéro 1 de l'automatisation, le big data et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est de faire faire à une machine une tâche qui est normalement effectuée par l'homme en utilisant ses capacités intellectuelles. Donc c'est la perception visuelle, c'est la reconnaissance vocale, c'est la traduction entre langages. Il y a d'ailleurs des traducteurs qui me traduisent maintenant, je me demande s'ils arrivent à suivre. Et puis surtout la prise de décision. Et la prise de décision, elle est fondamentale dans l'immobilier. C'est ça vraiment qui va avoir un impact sur nous. Le jour où vous vous retrouvez face à Sophie, Sophia, le robot de Hanson Robotics, je pense que vous allez vous poser des questions, enfin on va se poser des questions existentielles. Que fait-on là? Quelle est ma plus-value par rapport à un robot qui, lui, va pouvoir baser ses raisonnements sur des quantités de données gigantesques dont l'intuition humaine n'est pas capable. C'est à mon avis la meilleure question qu'on se sera posée depuis la révolution agricole, mais ça c'est un autre sujet qui mériterait vraiment une autre présentation. En attendant, l'intelligence artificielle et le big data ont des applications dans l'immobilier. Le RoboAdvisor d'abord. Le RoboAdvisor, c'est d'abord un système de big data qui va agréger des données de partout. Donc dans le milieu des marchés boursiers, on va aller chercher les tendances Twitter, les conditions météorologiques, les élections, les catastrophes naturelles. Et de plus en plus que ces algorithmes d'intelligence artificielle s'affinent, on arrive à anticiper les réactions humaines sur les marchés boursiers. Et si vous regardez aujourd'hui les indices de RoboAdvisor, surperforment la plupart du temps les indices traditionnels.
Même Swissquote propose aujourd'hui un robot-advisor. Donc en Suisse, vous voyez que l'arrivée est déjà là. Moi, je pense que si on peut prédire un marché boursier, on peut prédire un marché immobilier. Et donc le robot-advisor, à mon avis, va faire son arrivée en tout cas dans le conseil pour la gestion de portefeuille immobilier. Checker, ça c'est un jeune d'Annecy qui a lancé cette entreprise il y a quelques années. Aujourd'hui, ils ont comme client principal Uber, ils sont basés à San Francisco. Ils ont automatisé la lourde tâche du background check. Donc ça veut dire que Uber, quand ils engagent un nouveau chauffeur, ils ont la lourde tâche de devoir vérifier son identité, l'authenticité de ses diplômes, etc., son casier criminel. Et puis c'est exactement ce que Checker va faire. Automatiquement, ils vont aller voir son adresse, son identité, les casiers pénaux et civils, l'authenticité de ses diplômes qu'il aurait eu, le parcours professionnel, est-ce que vraiment c'est vrai tout ce qu'il a raconté, même l'état du crédit et de la dette. Et c'est non seulement avant qu'ils engagent des gens, mais également en permanence, pendant que les Uber est en exercice, les chauffeurs seront en permanence vérifiés tous les mois par Checker automatiquement sans avoir besoin de force de travail. Moi, je vois une application fantastique à ça dans l'immobilier, c'est dans la sélection de locataires. Ensuite, SmartZip, c'est une entreprise basée à Seattle qui fait du smart marketing. Je suis désolé, je mets le mot smart devant tout. C'est pas moi qui ai choisi le nom de ces tendances. SmartZip, ils font du smart marketing. Donc, en fait, ils ont décidé de pouvoir établir pour chaque maison de Seattle la probabilité qu'un vendeur a de vendre. Donc, comment ils font ça ? Ils vont aller chercher les factures d'électricité qui sont publiques aux États-Unis. Ils vont dire bon, ok, cette personne, elle passe un petit peu moins de temps dans sa maison, elle a peut-être plus de chances de vendre. Il vient de divorcer. Donc peut-être qu'il a envie de vendre sa maison parce qu'il est tout seul maintenant dans la chambre de maître. Ses enfants sont en âge d'aller à l'université. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il ait envie de vendre. Il n'a pas payé son crédit hypothécaire depuis 3 mois. À mon avis, il va vouloir se séparer de sa maison. Tout ça, c'est des datas qui sont publiques aux États-Unis et qui le sont peut-être un petit peu moins en Suisse, mais qui sait les datas qui seront disponibles demain. Donc une vraie application du big data et de l'intelligence artificielle ici, où vraiment, on va dire, ok, cette maison a 80% d'être vendue. Alors on va automatiquement lui envoyer du matériel marketing pour générer des leads. Les chatbots, ceux-là, ils existent déjà sur déjà beaucoup de services technologiques, dans les fintechs surtout, et des choses comme ça. C'est vraiment remplacer le service client, la discussion entre client et entreprise par un robot qui maintient une conversation. Aujourd'hui, la conversation, elle est à mon avis pas assez affinée pour que ça fasse vraiment sens. Il y a déjà des chatbots qui font ça dans l'immobilier ou qui vont dire bonjour, bienvenue sur la plateforme, qu'est-ce que vous cherchez comme bien ? On va lui dire je cherche un 3 pièces, etc. Mais on se retrouve assez vite dans des loops où on a l'impression de parler à un mur. Mais le jour où cette conversation entre robot et humain s'améliore, ce qui sera le cas, en tout cas c'est ce que les experts prédisent, les chatbots feront beaucoup de sens dans le service client. Ok. L'intelligence artificielle, elle arrive très bien à aller chercher des data dans les bases de données, mais quand cette data n'est pas encore digitale, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que l'Internet des objets fait beaucoup de sens, parce qu'il connecte tous les objets à Internet, que ce soit des capteurs ou que ce soit des objets du quotidien. Donc tous ces objets vont pouvoir générer des données qui ensuite vont pouvoir être agrégées dans les bases de données et interprétées par les algorithmes d'intelligence artificielle. L'application la plus connue, c'est la Smart Home, qui arrive dans l'immobilier, où tous les objets de la maison sont connectés entre eux via le téléphone. C'est vraiment une conversation entre les objets. Si j'arrive peut-être à 1 kilomètre de la maison, le chauffage peut se mettre en route. Si quelqu'un sonne, si j'arrive peut-être avec, je sais pas, quelqu'un, un ami, nos playlists sur nos téléphones ont une chanson en commun, peut-être que la musique peut démarrer d'ici. Mais c'est vraiment pour moi des gadgets. C'est génial de pouvoir avoir une maison connectée, mais ça reste quelque chose qui n'est pas indispensable à l'évolution du marché immobilier. Ce qui l'est plus, par contre, si on parle de domotique, c'est Domo Safety. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça, c'est une start-up suisse, c'est pour ça que j'ai voulu la montrer, qui, eux, installent des capteurs sur le sol, des capteurs dans le lit et des capteurs au poignet d'une personne âgée qui vit chez elle. Si le moindre accident arrive, ça appelle automatiquement les secours, ou un proche selon la gravité de l'accident. Peut-être que si elle tombe par terre, les capteurs vont voir sur le sol qu'elle est en situation de danger. Peut-être que si elle change d'habitude, elle va au lit un peu plus tard. Ça peut peut-être exprimer des patterns de maladies psychiques.
ou de situations fragiles et contacter un proche. Dans une situation comme la Suisse où la population est vieillissante, comme partout dans le monde d'ailleurs, à part dans quelques pays en voie de développement, c'est fondamental. Ça peut retarder l'âge d'arrivée en maison de retraite et soulager les EMS. La Smart City, c'est aussi un exemple d'Internet des objets. Une application. Donc la Smart City, c'est vraiment de donner les algorithmes d'intelligence artificielle aux autorités locales pour qu'ils puissent gérer de manière plus efficiente l'espace public. Un exemple parlant, c'est par exemple Moby Park, où si vous arrivez avec votre voiture dans une ville, les capteurs sur toutes les places de parking de Moby Park vont vous dire laquelle est libre, vous diriger vers la bonne place, et puis vous allez pouvoir directement la louer au propriétaire de la place qui est peut-être juste parti au travail et qui n'a pas besoin de sa place de parc pendant 3 heures. Une autre application de la Smart Cities, c'est la gestion du trafic. La gestion, par exemple, la ville de Barcelone, surtout dans leur quartier de A22. Barcelone, qui est très connue dans le milieu de la Smart City et qui est vraiment un leader aujourd'hui, a par exemple installé un système de feux rouges intelligent dans toute sa ville, où si une urgence est signalée et qu'une ambulance doit aller à destination du patient, on va pouvoir entrer approximativement l'itinéraire de l'ambulance, et puis tous les feux rouges vont passer au vert quand l'ambulance arrive. Pareil pour les transports publics. Barcelone, qui veut favoriser ses transports publics, leur fait emprunter des itinéraires où les feux passent au vert. C'est important pour ce genre d'application, mais c'est aussi fondamental quand les véhicules autonomes vont commencer à arriver. Parce que ce système va être véritablement les yeux et les oreilles des voitures sans conducteur. Ça, c'est un petit classement des villes dans le monde aujourd'hui les plus smart. Donc Barcelone, New York, Londres, Nice et Singapour. Ensuite, je vais vous parler d'un autre sujet qui s'appelle la finance alternative. Ça, c'est né avec les plateformes de crowdfunding. Donc au départ, on pouvait faire un don aux artistes si on aimait bien leur album. Génial, ce chanteur va faire un nouvel album, il a besoin d'argent pour enregistrer son disque. Voilà 10 francs, voilà 20 francs, mais ça restait du don. Ça s'est ensuite transféré aux organisations de charité, aux ONG, etc. Puis ensuite, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient lever des montants phénoménaux. Et donc, que les entreprises à but lucratif avaient aussi intérêt à s'intéresser au crowdfunding. Donc on a commencé à faire de la levée de fonds pour les startups, un peu une forme de private equity. Et puis l'immobilier s'est aussi intéressé à ça aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plusieurs plateformes qui sont nées déjà en Suisse. Le crowdfunding immobilier. Il y a 2 formes de crowdfunding immobilier. Il y a le crowd investing et le crowd lending. Le crowd investing, c'est vraiment, on investit une partie des fonds propres de l'entreprise. Donc vous allez contribuer aux fonds propres. Investir, en pratique, vous allez investir dans un special purpose vehicle, donc dans une entreprise créée pour acheter l'immeuble. Et puis, chaque mois, vous allez recevoir vos loyers, en réalité un dividende de la société. Et puis, à la vente, donc, qui est souvent automatique après un certain nombre d'années déterminées au départ, vous allez toucher votre potentiel plus-value d'appréciation ou bien prendre une perte si le bien a perdu de la valeur. Le crowd lending, c'est une autre option du crowdfunding immobilier, où là vous faites un prêt au promoteur ou à l'acheteur de l'immeuble, et puis chaque mois il va vous donner une perception d'un intérêt fixe, il va vous donner un intérêt fixe, et puis il va vous rembourser après un certain nombre d'années, exactement comme un prêt fonctionnerait habituellement. J'aimerais juste vous montrer à quel point aujourd'hui c'est facile de lever de l'argent à travers le crowdfunding. La semaine dernière, j'ai investi 10 francs dans une propriété en périphérie de Londres, et je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ça va littéralement prendre 1 minute. Ça, c'est la page d'accueil de Property Partner, qui est à mon avis le leader européen aujourd'hui en termes d'innovation. Vous avez toutes les... Donc, j'ai fait un profil là-haut, j'ai versé de l'argent sur mon compte. Ensuite, vous avez toutes les propriétés qui me sont proposées dans lesquelles je peux investir. Là, en haut, celle qui est en orange, c'est un nouvel objet. Donc, je vais pouvoir participer directement à la levée de fonds pour le Special Purpose Vehicle. Mais autrement, ceux qui sont en blanc, c'est directement un marché secondaire, où je vais pouvoir racheter des actions de clients qui avaient acheté à l'époque où la maison était orange. Donc voilà, je décide que... Attendez. Je décide que celle-là m'intéresse bien. À Cannock, un bloc d'appartements de 12 appartements en freehold, donc ça veut dire que je suis effectivement propriétaire. Ça, c'est une particularité londonienne, je vais pas trop passer de temps là-dessus. Donc je décide, ok, bon, on me donne 4,7% de retour par année. La dernière valorisation des fonds propres était à 530 000 pounds. Et puis, les 5 dernières années, la maison a pris 24%. Bon, je me dis, je suis en périphérie de Londres, je risque pas grand-chose.
ça sera peut-être moins atteint par le Brexit que le centre de Londres. Allez, je me dis, j'achète 10 francs là-dedans. Donc j'arrive sur la page de la propriété. Voilà les données que je vous ai dit tout à l'heure. Je peux aller télécharger le rapport du surveyor, donc du valorisateur, le rapport du notaire. Je peux lire l'investment case de l'équipe de Property Partner. Toute une série de... si vous retournez un petit peu en arrière, là vous voyez aussi, c'est plus bas. Ici, le prix de l'action, ici, le dernier mois. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a plein de détails sur la propriété, sa prise de valeur ces 5 dernières années, les plans de l'appartement, les photos, vous voyez, elles étaient en haut. Là, vous avez les détails du crédit hypothécaire, vous pouvez aller plus en détail si vous voulez. La localisation de l'immeuble, je dis, ok, bon, fantastique, trop bien, cette propriété me plaît. J'ai envie d'investir 10 francs. Alors, je clique sur Buy. Hop. On me dit combien d'actions combien vous voulez dépenser. 10 francs, très bien. On vous donne 17 actions à 56 centimes. On vous prend 25 centimes de frais de transaction. Ça vous coûte 9,77. Magnifique. Continue. Oui, je paye avec mon compte Property Partner. J'accepte vos conditions. Achetez. Congratulations. Combien de temps? 1 minute. Hein. Bon, maintenant, si je clique sur mon dashboard, vous avez pu voir que j'ai investi 10 francs en fait dans 20 fois. J'ai investi à peu près 240 francs. Si vous descendez, là c'est vraiment l'évolution de mon portefeuille depuis novembre 2016 où j'ai commencé à jouer avec cette plateforme. Depuis, j'ai reçu 10,45 sur les 240 francs que j'avais investis. Mon portefeuille a pris 20 francs de valeur. Donc 10 plus 19 sur 240, ça fait à peu près 12%, quelque chose comme ça de rendement sur une année. Je trouve ça fantastique. Vous pouvez voir tous les derniers investissements que j'ai faits. Pour vous rendre compte à quel point c'est rapide, Property Partner détient le record de la levée de fonds la plus rapide où ils ont levé 843 000 livres sterling de 318 investisseurs en 10 minutes. Bon. Ça, c'est le numéro 3 World Trade Center. J'y suis presque. C'est donc sur les ruines des World Trade Center à New York, ils ont construit plusieurs tours. Et une d'elles a été financée à hauteur de 2 millions par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Fundrise. Donc, vous voyez vraiment les plateformes de crowdfunding, ils font leur arrivée sur le marché du financement. Ça ne fait peut-être pas beaucoup de sens aujourd'hui de parler de crowd investing en Suisse parce qu'on a un tel capital disponible pour les fonds propres qu'on se retrouve face à des investissements institutionnels qui sont très compétitifs. Mais par contre, dans le milieu du crowd lending, là, ça devient intéressant, à mon avis, pour les propriétaires qui cherchent... pour les développeurs, les promoteurs qui cherchent du financement. La FINMA, aujourd'hui, avec ses acteurs FinTech, a un challenge monstrueux parce qu'elle est partagée dans une espèce de trade-off entre contrôler cette finance de l'ombre qui est en train d'apparaître, où le crédit devient plus facile parce que les investisseurs ont soif d'investir dans l'immobilier, étant donné que les taux obligataires sont ridicules. Et puis, le crédit devient facile et peut-être comme en 2008, beaucoup de biens immobiliers deviendront surestimés. Et il suffit d'un catalyseur dont on parlait tout à l'heure pour que le marché finalement dégringole. Mais d'un autre côté, la FINMA doit aussi se dire que le secteur des fintech est une solution fantastique pour rendre la place bancaire helvétique compétitive à nouveau depuis la fin du secret bancaire. Donc il est en permanence en train d'essayer de réguler cette industrie. C'est une relation un petit peu de love-hate qu'elle doit contrôler, mais qu'elle fait à merveille jusque-là. Elle a promis une licence bancaire light pour les plateformes de fintech prochainement. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, la robotique, qui fait également partie de la 4e révolution industrielle, va avoir un impact surtout sur la construction. Ça fait partie de la sphère physique dont on parlait au départ. Je ne vais pas trop en parler parce que mes compères vont en dire beaucoup plus sur le sujet. Mais en gros, aujourd'hui, il faut se dire qu'un chantier, c'est inefficient, imprévisible, lourd en main-d'œuvre et dangereux. Rien qu'en Inde, il y a 10 000 personnes qui meurent sur un chantier chaque année. Et tout ça, toutes ces interférences sont humaines. Si vous prenez la manufacture, par exemple, on a un modèle qu'on appelle CAD-CAM. D'un côté, on a Computer Aided Design et de l'autre, Computer Aided Manufacturing. Donc on dessine sur ordinateur et sans interférence humaine, on fait construire en usine. Mais c'est facile à faire quand on est dans un environnement structuré parce que les algorithmes d'intelligence artificielle se repèrent plus facilement et puis on n'a pas cette interférence de facteurs extérieurs qui peuvent venir interférer dans le processus. Les ingénieurs aimeraient faire la même chose aujourd'hui sur le terrain et ils le font déjà. Le design se fait sur BIM,
dont mon compère va en parler tout à l'heure, de manière plus en détail. Mais en gros, voilà, c'est simplement la possibilité de créer déjà le plan du bâtiment de manière digitale, et puis ça permet une meilleure collaboration entre tous les acteurs involved, puisqu'ils n'ont pas besoin de faire un travail à double. Hein, si quelque chose change quelque part dans la tuyauterie, et puis que l'ingénieur de tuyauterie va ensuite dessiner quelque chose d'autre et part d'un plan où ce changement n'était pas incorporé, il va perdre du temps. Hein. Grâce au BIM, qu'on utilise beaucoup sur notre projet 22 Bishopsgate, on ne perd pas de temps, on a une meilleure collaboration, et puis surtout, ça va permettre la deuxième phase, qui est Computer Aided Manufacturing. Il y a plusieurs innovations technologiques qui arrivent sur les chantiers. D'abord, le drone, bon, évidemment, ils font des films promotionnels, etc. Ça, c'est déjà bien utilisé, mais ce n'est pas le sujet. Ils peuvent déjà faire des travaux simples, déjà, en hauteur, sur les toitures. On n'a pas besoin de monter un échafaudage. Ils peuvent inspecter le terrain, les zones contaminées. Ils peuvent modéliser un bâtiment existant avec des systèmes de laser. Puis surtout, ils vont devenir les yeux et les oreilles des véhicules autonomes sur les chantiers. Ensuite, ça, c'est un projet de l'Université de Zurich, de l'EPFZ, où c'est simplement un robot qui construit des baromètres d'armature d'acier. Vous voyez quand même qu'il peut faire, bon là c'est un exercice, c'est un test, mais il peut quand même construire des structures assez complexes de manière beaucoup plus rapide, et puis surtout il dure 24 heures par rapport à un travailleur. Je veux juste vous laisser regarder cette vidéo. Vous voyez, c'est quand même une structure complexe, évidemment, dans un environnement assez contrôlé, là, mais demain, on peut imaginer ce genre de machine, et je suis sûr que c'est déjà le cas sur un chantier. Ça, c'est Sam, le robot maçon. Vous voyez, il prend une brique, il applique le ciment sur la brique, et il la pose sur le mur. Voilà. Il est assez rapide, mais surtout, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il travaille 24 heures sur 24. Ensuite, on a l'impression 3D, qu'on appelle le contour crafting aussi, qui imprime véritablement des murs. L'encre est faite de déchets de construction, comme du béton, de la fibre de verre, du sable et quelques agents consolidateurs. Donc c'est déjà fantastique pour le recyclage des matériaux de construction. Mais en plus de ça, on construit des maisons beaucoup plus rapidement et pour beaucoup moins cher. Vous allez voir, ça c'est une entreprise russe qui s'appelle Apiscore, qui construisait une petite maison test. Ça leur a coûté 10 000 francs de construire cette petite maison. Et ça a duré même pas une journée. Voilà. Ça, c'est une maison construite en Chine par l'entreprise Winsun, imprimée à peu près 20 heures. Bon, il y a eu plusieurs éléments de la maison qui étaient en modulaire, c'est-à-dire construits en usine et apportés ensuite sur le chantier. Mais c'est quand même un exploit. Les experts estiment aujourd'hui qu'une maison d'à peu près 230 mètres carrés sera construite en 20 heures. Donc voilà, c'est vraiment des CAD-CAM qui vont supprimer l'interférence humaine, qui vont baisser les coûts de construction et qui vont améliorer le timing aussi d'un chantier. Ensuite, parlons des technologies virtuelles, qui sera ma dernière révolution de l'immobilier, la 8e. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « VR and AR will put the real in real estate ». C'est VR, donc c'est Virtual Reality, la réalité virtuelle, et AR, la réalité augmentée. La différence, c'est que la réalité virtuelle, vous êtes complètement immergé dans un environnement virtuel, alors que la réalité augmentée, vous voyez le monde réel, mais des objets virtuels vont venir se greffer. Vous connaissez déjà bien, je pense, cette application-là, qui est simplement la visite d'appartement. Ça va permettre d'améliorer la vente sur plan. Vous voyez, il peut se déplacer dans l'espace parce que 4 capteurs sont disposés autour de lui. Il peut vraiment se rendre compte de l'espace qu'il a envie d'acheter. Une amélioration des ventes sur plan et aussi, pour les architectes qui designent un bâtiment, une meilleure impression des dessins qu'ils sont en train de faire. Je vais juste vous laisser regarder cette petite vidéo qui est sympa. Là, il arrive dans la chambre. Là, il change la couleur du mur. C'est quelque chose que vous avez probablement déjà essayé. Là, il arrive sur le balcon. Il décide de changer d'étage. 8e. Voilà. Mais la réalité augmentée fait aussi son arrivée sur les chantiers. Ça, c'est un casque qui s'appelle DACRI. Donc, vous mettez le casque, il scanne l'environnement, et ensuite, il génère les plans développés sur BIM en live, dans l'environnement réel.
Donc par exemple là, il est devant une machinerie. Là, les lunettes vont lui donner des instructions pour manœuvrer la machine. Il va pouvoir aussi avoir une vision d'ensemble du chantier. Et puis même voir la géothermie des murs. C'est des applications pour l'instant gadget peut-être, mais qui développées vont vraiment faire sens. On a pensé à l'installer sur notre chantier, mais pour l'instant il est déjà trop fragile. Et puis si vous faites tomber un casque sur un chantier, ce qui arrive tout le temps, vous devez repayer, je ne connais pas le prix de ce casque, mais ça doit être 4 ou 5 000 francs. Puis surtout, vous devez installer des capteurs partout pour pouvoir se rendre compte du mouvement. Le jour où on peut se déplacer dans l'espace sans avoir besoin d'installer des capteurs dans un environnement comme un chantier qui change en permanence, là, vous allez pouvoir vraiment avoir une rentabilité de ce genre de casque. C'est déjà utilisé dans les salles de machines, par exemple, où l'environnement ne change pas beaucoup, mais où beaucoup d'instructions sont nécessaires. Voilà. Donc pour conclure, vous avez vu les 8 révolutions, à mon avis, qui vont impacter le monde de l'immobilier. Toutes ces nouvelles startups font partie d'un secteur qui s'appelle les PropTech, les Property Technologies. Et il va y en avoir beaucoup, une masse énorme. Et comme dans n'importe quelle révolution industrielle, il va y avoir un tri qui va s'opérer parce qu'il faut savoir que toutes ces startups aujourd'hui sont dans une phase de test, dans une phase de croissance, et que la confiance dans ce genre d'établissement va devoir s'établir. Pour moi, celles qui vont être là dans 20 ans, c'est celles qui utiliseront la technologie comme un moyen et pas comme une fin en soi. Il faut vous poser la question vraiment, est-ce une innovation pertinente ou simplement innovante? Puis ensuite, ce sera celles aussi qui réussiront à rétablir cette relation de confiance et de stabilité dont bénéficient les grands groupes aujourd'hui. Voilà.